Super. Merci Sophie. Donc, on a préparé un petit sondage pour savoir si vous avez déjà mis en place la culture du feedback déjà dans votre entreprise. Donc, il y a un petit sondage où il faut répondre oui et non. Donc, on va laisser quelques minutes pour que les participants puissent y répondre. Et par la suite, on commentera les résultats. Donc, je pense que là, à peu près, il y a pas mal de personnes qui ont répondu. Donc, on va publier les résultats. Donc, au total, il y a 8%, enfin, 8 personnes qui ont répondu oui. Et ensuite, le restant, c'est des réponses négatives. Donc, on va dire un peu plus de la moitié ont répondu qu'ils n'avaient pas forcément mis en place la culture du feedback. Ok, merci Nadia. Je vous laisse Sophie du coup parler de la définition du feedback. Ça marche. Bon, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Donc, et merci de m'avoir invité pour co-animer ce webinaire. Donc voilà, on va vous donner l'une des définitions du feedback. Donc, le feedback en entreprise, ça consiste à fournir un retour à une personne ou une équipe sur un domaine particulier. Alors, ce domaine, ça peut être une action, un comportement, une compétence technique, une compétence managériale. Donc, vous voyez que ça peut être assez varié. Et le feedback peut se faire du manager vers son collaborateur, mais également entre pairs, du collaborateur vers son manager, ou bien même vis-à-vis d'une organisation ou d'une entreprise. Donc, l'objectif, c'est de permettre à l'intéressé de corriger, d'améliorer son approche ou encore capitaliser sur ses forces. En fait, je voulais faire un parallèle aujourd'hui. L'approche est un peu similaire à l'amélioration continue qu'on applique dans un process ou dans l'industrie, en lean management. Ici aussi, c'est de l'amélioration continue, des compétences, c'est du savoir-être. Ça va être un développement individuel ou collectif en continu. Et c'est ce que vous verrez ensuite. Alors pourquoi mettre en place le feedback dans l'entreprise? Comme le disait Sophie, c'est un vrai outil de management. Ça permet effectivement de motiver les salariés et de mettre les managers dans une démarche d'amélioration continue. Voilà, ça permet également, alors le fait de mettre en place cette culture-là, ça, je dirais, pour le manager et pour le management d'une manière générale, il faut être capable de créer finalement une relation de confiance avec ses équipes. Ça permet aussi finalement de créer la motivation chez les collaborateurs. J'ai pu le mettre également dessous la transmission du savoir chez les nouvelles générations. Pour 8 jeunes sur 10, ça reste, je dirais, un élément qui est plébiscité aujourd'hui par les jeunes générations. Et puis le manager voilà, est un modèle respecté aussi pour son expertise du terrain. Donc voilà, aujourd'hui, les jeunes générations, c'est quelque chose qui est important pour eux. Ça leur permet justement de partager des acquis et puis d'avoir un retour finalement sur leur travail. Donc c'est aussi quelque chose qui est recherché. Et puis ça permet encore une fois d'être dans une démarche de recherche de performance et d'amélioration continue. Et puis moi, je considère que c'est aussi une approche innovante du management, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une relation beaucoup plus collaborative que des managements, je dirais, un peu plus empiriques ou un peu plus traditionnels. Encore une fois, ça permet aussi au manager d'avoir un retour sur son management, sur son quotidien et la façon dont il gère la relation avec ses équipes. Donc, on va passer au deuxième sondage. Donc, pour celles et ceux qui ont mis en place justement le feedback, est-ce que vous avez eu des difficultés lors de l'utilisation de celui-ci? Et si oui, est-ce que vous avez eu justement des craintes liées à la mise en place? Donc, on va le démarrer et vous pouvez y répondre et on commentera les résultats par la suite.
Donc, 11 personnes ont répondu oui, donc un peu plus de 55%, et le reste, on est quasiment à la moitié. Donc, non, 10 personnes ont répondu non. Donc, on va savoir justement les solutions qu'il peut y avoir pour mettre en place le feedback. Après, n'hésitez pas à partager dans le chat concrètement qu'est-ce qui a pu être difficile. En tous les cas, on pourra peut-être y répondre à la fin de la session. Sophie, je vous laisse. Donc, le feedback, qu'est-ce que ça veut dire pour le manager? Donc, en fait, l'objectif pour le manager, c'est déjà d'exprimer ce qu'il attend de son salarié, de mettre en place ensemble, si nécessaire, un plan d'action. Donc, effectivement, à l'occasion des entretiens annuels, entretiens d'évaluation, c'est ce qu'on va trouver de façon plus classique dans les entreprises, mais pas que, on le verra juste après. Et comme on le disait précédemment, c'est un outil de développement individuel et collectif. Donc, au travers du feedback, on va pouvoir identifier ces axes de travail, ces axes d'amélioration, de développement. Alors que ce soit à titre individuel, puisqu'on parle beaucoup du feedback d'une personne à une autre, mais ça peut être aussi à l'échelle d'une équipe ou d'un groupe de personnes, d'une entreprise. Et puis, ce feedback, c'est aussi, à pas oublier, l'occasion de valoriser les points positifs, les points forts de la personne ou du collectif. Et puis, c'est important, c'est montrer à son collaborateur qu'on lui apporte de l'intérêt et qu'il est utile dans l'entreprise, justement parce qu'on va passer des moments dédiés à valoriser ses points forts, mais également en lui proposant un accompagnement parce que c'est une chose, hein, d'identifier les axes d'amélioration. Ce qui est évident aussi, c'est que, derrière, on va pouvoir mettre en place des actions et proposer, en tant que manager, un support pour accompagner son collaborateur dans ce développement. Alors pour le collaborateur, il y a plusieurs intérêts également. L'idée, c'est de permettre justement ce dialogue-là, à la fois avec le manager, mais également avec les équipes RH, avec des collaborateurs, avec l'entreprise. Souvent, quand le feedback se fait du manager au collaborateur, on est plutôt dans des schémas, je dirais, classiques d'entretien annuel ou d'entretien trimestriel, etc. On le verra par la suite dans les différents outils ou dans les différentes approches à avoir. Et puis, quand il est du collaborateur au manager, voilà, ça permet aussi, quelque part, de remettre en question potentiellement aussi le management et puis de pouvoir échanger également sur les pratiques managériales, ce qui est aussi très intéressant pour le développement aussi, à la fois du collaborateur et puis du manager. C'est un outil de développement individuel et collectif, hein, parce qu'encore une fois, l'idée, c'est vraiment d'échanger sur la collaboration, finalement, de manière assez large, et puis de pouvoir échanger voilà, sur potentiellement peut-être des tensions qu'il y a pu avoir ou des situations potentiellement complexes ou critiques. Voilà, donc c'est un vrai outil de développement et d'échange de la collaboration, finalement, humaine, je dirais, au quotidien. C'est un outil aussi d'amélioration de la performance parce qu'on va l'aborder après aussi, grâce au feedback que l'on peut avoir. Derrière, si ça touche alors à la fois des compétences, mais également des éléments sur la personnalité, sur la façon dont le management a lieu, etc., derrière, ça permet aussi d'enclencher la formation sur du développement personnel, sur un certain nombre de choses. Ça permet aussi pour le collaborateur de se sentir reconnu dans ce qu'il fait, puisque finalement, on lui permet de faire un feedback à son manager. Donc, il est écouté, il est considéré. Et puis, encore une fois, du coup, ça permet de garder la motivation au travers de l'intérêt qu'on peut lui porter. Et puis, c'est aussi la possibilité de s'auto-évaluer de manière objective et de comprendre aussi les attentes du manager. Donc ça, on est plutôt dans un schéma d'entretien annuel où finalement, quand on fait cet entretien-là, souvent, lors de l'entretien annuel, il y a des objectifs qui sont fixés. On définit quels sont les moyens pour atteindre ces objectifs-là. Et donc, derrière, il peut y avoir de la formation, il peut y avoir de l'auto-évaluation aussi, si derrière, il y a des fiches de compétences, par exemple, et ça permet aux collaborateurs, grâce à ces fiches-là, d'avoir son auto-évaluation. Alors, comment mettre en place le feedback dans l'entreprise ?
Là, l'idée, c'est qu'on puisse à la fois vous donner quelques clés, vous dire comment, dans des structures comme la nôtre, aujourd'hui, très rapidement, pour vous expliquer, on a aujourd'hui au sein du cabinet Work & You 7 agences, on a à peu près 25 personnes. Donc, on est plutôt une structure, on va dire, on est un peu en mode start-up, structure PME. Et donc, il y a déjà des choses qui peuvent se faire dans des structures comme la nôtre. Voilà. Donc ça, on va vous le détailler par la suite. Alors, chez Work & You, nous, on a mis en place le feedback depuis maintenant, je dirais peut-être 1 an et demi. C'est à la fois moi et puis les associés du cabinet qui avons impulsé cette démarche-là à l'origine en disant, voilà, moi en particulier, j'avais pu suivre 2-3 webinars sur la mise en place justement de la culture du feedback dans l'entreprise. J'avais trouvé ça intéressant justement finalement de pouvoir avoir un retour de notre management au quotidien des collaborateurs. Et donc, on a tous ensemble échangé sur la mise en place de cette démarche-là. Donc, on a mis en place lors de nos brainstorming hebdomadaires, etc., cet échange-là avec l'ensemble des équipes de façon à pouvoir définir quels étaient les objectifs, comment on allait le mettre en place, est-ce que déjà ils étaient OK pour pouvoir, si l'ensemble des équipes étaient OK pour pouvoir le faire ou pas, sachant que nous, on avait déjà dans notre organisation des entretiens annuels, on est passé aussi sur des entretiens trimestriels, on en parlera. Et donc, il y avait déjà un feedback qui était fait du manager aux collaborateurs, mais moi, je trouvais aussi intéressant que les collaborateurs aussi puissent nous challenger et nous faire aussi part de leur feedback voilà, lors des entretiens trimestriels. Donc, on a échangé ensemble là-dessus. Puis finalement, quasiment de mémoire, je crois à l'unanimité, l'ensemble des équipes ont été OK pour pouvoir le mettre en place. Donc, on a mis en place lors des entretiens trimestriels, par exemple, il y a une des questions que l'on pose. Hein. Donc, tous les 3 mois, on a un point alors qui n'est pas aussi complet qu'un entretien annuel, mais qui est un entretien, je dirais, un peu starter, qui peut durer aussi bien un quart d'heure, 20 minutes qu'une heure en fonction des échanges et des problématiques éventuelles et des différents sujets du moment. Et une des questions posées lors de cet entretien trimestriel, c'est quels sont les axes d'amélioration sur lesquels votre manager doit travailler. Donc, c'est vraiment voilà, une question à destination du collaborateur sur le management et sur la collaboration et le management au quotidien. Alors, pour pouvoir finalement avoir des retours, on le voit, hein, nous, on peut le voir là parce qu'on l'expérimente déjà depuis 1 an et demi à peu près. Pour avoir des retours transparents, il faut évidemment que la confiance soit là, aussi bien chez les managers il faut aussi que la confiance, évidemment, elle soit au sein des équipes. Ça, je dirais, c'est un peu un des points centraux, je dirais, de l'efficacité finalement d'un feedback, parce que sinon, si cette confiance n'est pas établie, ça sera compliqué d'avoir des retours qui soient les plus objectifs possibles. Alors, chez Syngenta, c'est quelque chose qui est un peu plus ancien. C'est ancré dans la culture d'entreprise depuis des années. Moi, quand je suis arrivée, c'était déjà en place. Alors, c'est une culture qui va évoluer puisqu'on fait évoluer les outils, on fait évoluer les politiques, mais globalement, les principes restent les mêmes. Le premier point important, c'est que c'est un rituel qui est présent tout au long de la vie du collaborateur. Donc, on va le retrouver lors des entretiens formels, qu'on va avoir des rythmes assez réguliers, notamment dans la gestion de la performance. Donc, on a des entretiens d'évaluation, des entretiens de fixation de priorité, des entretiens aussi professionnels. Donc là, c'est intéressant d'utiliser le feedback également. Et puis, on va le retrouver également dans le sens du collaborateur vers le manager, à l'occasion de réunions de service, par exemple. Donc en fait, ce qui est intéressant chez Syngenta, c'est qu'on a pas mal d'outils qui sont mis à disposition et qui facilitent, ces feedbacks, quels qu'ils soient, puisque quand on parle de feedback, on est dans l'axe d'amélioration. Ça peut être dans des cadres d'évaluation de fin d'année, ça peut être, dans des entretiens un peu plus compliqués, parfois des échanges difficiles. Donc on a des outils qui nous aident, qui accompagnent le manager et ces entretiens, c'est des face à face réguliers avec son manager puisqu'on tout au dans l'idée, c'est que, on est alors ce on appelle chez nous le pose to talk. C'est de pouvoir déclencher à l'initiative du collaborateur ou du manager un entretien,
qui soit déconnecté du quotidien et de la gestion de la performance dans le service, mais plus qui soit axé sur le développement, sur la contribution, sur l'engagement, sur la motivation. Donc là, c'est quelque chose qu'on essaie d'entretenir également. Alors, les feedbacks peuvent aussi se formaliser de manière différente. On va retrouver la possibilité d'avoir accès à des enquêtes 360, par exemple. Donc ça, c'est plutôt du collectif vers une personne. On va l'utiliser à l'occasion de réunions de service aussi, là, plus dans le sens de l'amélioration continue du service, de la performance du service. Et puis on peut avoir plus largement aussi, des enquêtes d'entreprise qui sont là pour aider le management et la direction à s'améliorer aussi, dans sa performance et dans ses relations avec les collaborateurs. Donc leur donner la parole, c'est aussi important et on le disait, c'est une source de reconnaissance, et voilà, c'est quelque chose qui est aussi présent dans l'entreprise. Donc après, le changement de la culture d'entreprise. Alors, je pense que ce qui est important de dimensionner dans le déploiement du feedback, c'est l'accompagnement du changement qu'il ne faut pas négliger, parce que la façon dont on va le mettre en place et du coup dont ce sera perçu et vécu, ça va être un facteur clé de succès. C'est important de garder en tête qu'effectivement un feedback quand il est positif, il faut qu'il soit formalisé, parce que c'est important de valoriser. Mais quand il est un peu plus difficile, que dans la culture, toutes les remontées qui sont faites soient prises comme des axes d'amélioration, des opportunités, de développement et d'amélioration et pas vécues comme une sanction. Donc c'est ce qui va faire la différence entre la réussite et l'échec dans la mise en place du feedback, et j'espère que ce qui va suivre va pouvoir vous aider un petit peu aussi. Alors, ce qu'on a mis en place, nous, chez Work and Move, enfin, dans lequel, on va dire, des démarches qu'on a pu le mettre en place, c'est sûr qu'il faut, entre guillemets, avoir une culture d'entreprise aussi qui puisse correspondre. Alors, j'ai mis feedback is a gift. Je vais peut-être commencer par ça parce que c'est vraiment ça, en fait, et c'est, je pense, la difficulté du feedback, c'est finalement considérer que c'est avant tout un cadeau. On est vraiment dans cet échange-là. La difficulté, c'est finalement des fois peut-être de le prendre pour soi aussi et finalement de mal vivre ce feedback-là. Donc, il faut réussir finalement à avoir un peu de détachement par rapport au retour qui peut être fait, évidemment, tout en tenant compte de tous les retours qui peuvent être faits. Mais voilà, il faut s'inscrire, entre guillemets, un peu dans cet état d'esprit-là. Et c'est un petit peu la difficulté. Nous, on avait déjà chez Work and You, je dirais, un socle solide. J'ai mis les 3 mots-clés, moi, qui m'ont paru être importants et qui nous ont permis de construire justement ce changement, je dirais, un peu culturel, bien qu'il y ait des choses qui étaient déjà très ancrées chez nous. C'est à la fois la relation de confiance, je vous en ai parlé tout à l'heure, la cohésion aussi. Finalement, il faut aussi avoir de la proximité avec ses équipes, je trouve, pour pouvoir aussi faire en sorte que le retour puisse être le plus sincère possible. Et puis, il y a vraiment cette notion d'entraide aussi. Voilà, alors c'est pas le monde des bisounours, mais en tous les cas, c'est important et qui permettent justement de construire cette relation avec une certaine transparence et puis une certaine sincérité dans la relation avec les équipes. S'inscrire dans une démarche d'amélioration continue, encore une fois, c'est un état d'esprit aussi. Il faut être, je dirais, il faut être OK sur le fait que finalement, on construit son parcours tout en se formant en permanence dans son parcours professionnel. Donc, on est là en permanence pour pouvoir progresser dans ce qu'on fait, que ce soit les équipes, que ce soit les managers. Et c'est cet état d'esprit-là aussi qui permet finalement de se remettre en question, de toujours se dire comment on peut faire mieux, comment on peut remettre en cause ou en question à la fois nos process, mais évidemment le management. C'est vraiment cet état d'esprit qu'il faut réussir à mettre en place s'il n'est pas mis en place dans l'entreprise et accompagner les équipes dans ce changement, je dirais, culturel. Derrière, évidemment, j'en ai parlé juste avant, il en découle aussi de la formation et puis potentiellement de la mise en situation. Nous, on en fait par exemple beaucoup sur la partie commerciale. Il faut aussi accepter que les équipes puissent être, entre guillemets, aussi challengées sur ce genre de démarche, etc. Voilà. Mais à partir du moment où le bon état d'esprit est en place, les choses se font de manière plutôt naturelle. C'est aussi ce que j'ai pu mettre là, un facteur clé de croissance. Moi, je considère qu'aujourd'hui,
encore une fois, et ça nous a permis, moi je le vois depuis à peu près 1 an et demi, que ce soit l'ensemble de l'équipe managériale, le fait d'avoir des retours sur nos pratiques managériales, la façon dont on fonctionne, entre guillemets un peu nos rituels managériaux, quand nos équipes nous remettent en question là-dessus, ça nous permet d'évoluer. Moi, depuis 1 an et demi, 2 ans, ça m'a permis d'évoluer dans la façon dont je fonctionne, quand est-ce que je fais les réunions, comment je les fais, comment je manage les équipes, etc. Donc, voilà, ça permet d'être dans cet état d'esprit-là. C'est aussi, je dirais, ça peut être compliqué pour certains managers aussi d'avoir ces retours-là. Donc, dans l'état d'esprit également, ils doivent accepter d'être évalués par leurs équipes. Ça, ça peut être compliqué, je pense, pour certains, mais entre guillemets, l'idée, c'est aussi, dans la mesure du possible, d'avoir cette ouverture-là pour pouvoir, encore une fois, avoir des retours les plus sincères et puis se préparer effectivement à ces retours-là. Le feedback doit être préparé et factuel. Ça, c'est aussi un point très important. Sophie rentrera un peu plus dans le détail par la suite, mais vous verrez les différents outils qu'elle va vous présenter. Ça permet de structurer également toute cette démarche-là et d'être, de ne pas être dans la subjectivité, j'aurais tendance à dire, ou d'être le moins possible, de façon voilà, avoir des retours qui soient les plus pertinents, les plus construits et prendre ce retour comme étant encore une fois un cadeau. Et puis, ça permet, nous, on le fait de manière trimestrielle. On a considéré que de faire un point, un entretien annuel, alors si vous n'en avez pas, c'est déjà très bien de faire des entretiens annuels. Mais quand vous avez des situations qui peuvent devenir dans l'année un peu critiques, un peu problématiques dans la collaboration avec vos équipes, etc., de le faire finalement de manière trimestrielle, ça crée une certaine récurrence. Aujourd'hui, l'ensemble des équipes plébiscitent ces points trimestriels, nous, au sein de Work & You, parce qu'il y a une vraie récurrence et puis ça permet justement de prendre vraiment de la hauteur et du recul sur le quotidien. Et puis, si on n'a pas grand-chose à dire, ça dure un quart d'heure. On a un petit support qu'on formalise, c'est rapide. Et puis, des fois, il peut y avoir des sujets à désamorcer. Souvent, quand on le fait tous les trimestres aussi, on a plus de souvenirs de ce qui a pu se passer il y a 15 jours, il y a 3 semaines ou il y a 1 mois. Les faits sont beaucoup plus précis que quand on le fait une fois par an. Donc, voilà, ça permet aussi de désamorcer certaines situations. Donc là, bon, on va retrouver un peu de redite et notamment la notion du feedback est un cadeau, mais c'est ce qu'on disait aussi dans le lancement de la culture d'entreprise. Un des points difficiles, on verra un peu les points difficiles qu'on peut rencontrer, mais un des points difficiles, c'est la façon de l'expliquer. C'est sûr que c'est et de le donner, ça va être ça va jouer beaucoup dans la perception, mais aussi dans cette culture de faire évoluer la façon dont on va percevoir le feedback. C'est-à-dire que, de rester dans cet état d'esprit où on arrive à le prendre de façon dans l'objectif de l'amélioration et de son développement et de s'améliorer. Donc ça, c'est vrai que c'est un cap à passer, c'est pas toujours évident. Et puis il y a des moments dans la journée ou dans la vie d'un collaborateur qui sont plus appropriés que d'autres pour le faire. Donc voilà, garder cet esprit, de l'amélioration continue. C'est quelque chose qui est, comme je le disais, utilisé tout au long de l'année. Effectivement, la régularité, c'est super important parce que finalement, quand on a un retour à faire, il faut le faire au bon moment. Si on attend trop longtemps, ça va perdre de son impact et puis, si on le fait à chaud, ça peut aussi être un peu compliqué. Donc quel est le bon moment pour faire ce retour? Ça accompagne, pas mal de processus en termes de gestion, des ressources humaines. On va retrouver, le processus de gestion de la performance, le développement des personnes, puisque ces axes de travail qu'on va proposer à l'occasion de ces feedbacks, beh, ça va faire l'objet aussi comme je disais, de plans d'action et Nicolas le disait aussi, hein, pouvoir proposer des formations peut-être ou d'autres, axes qui peuvent, aider à adresser, des problématiques. Et puis, finalement, tout ça, contribue à l'engagement des personnes, au fait, qu'ils se sentent, plus, impliqués et du coup ont le sentiment de contribuer aussi plus à la performance de l'entreprise. Et donc c'est en soi, un facteur de performance pour l'entreprise
Et je ne sais pas si on a assez insisté sur le fait que ce soit réciproque, c'est-à-dire que c'est pas on cherche tous à s'améliorer, donc en tant que collaborateur, mais également en tant que manager, et c'est vrai que, ces retours et ces feedbacks sont importants dans les 2 sens. Alors ensuite, je pense qu'on va aborder les risques et les pièges à éviter. Alors ce qui est difficile, les risques, on va retrouver les conversations difficiles. C'est sûr que quand on a un entretien, où il faut aborder un point compliqué, un recadrage, il faut avoir les outils et peut-être un peu de méthode pour faciliter l'exercice. Ne pas tomber dans le jugement, ou bien donner le sentiment qu'on est dans le jugement. Et là aussi, il y a des petites clés pour, pas rentrer là-dedans. Le feedback, c'est fait pour, adresser un point spécifique, d'où l'intérêt, comme disait Nicolas, d'être précis et spécifique. On n'est pas en train de juger une personne, dans sa façon d'être en général et dans sa personnalité. Ne pas apporter de solution, donc poser un problème sans tendre la main et essayer d'accompagner, devenir compliqué. Faire le feedback à chaud, parfois, c'est bien de prendre juste un tout petit peu de recul pour le construire et faire en sorte qu'il soit aussi entendu, parce que dans la notion de à chaud, c'est qu'on a aussi cette notion d'émotion. C'est-à-dire que, les 2 parties, hein, celui qui va donner ou celui qui va recevoir, sont probablement dans un état d'émotion, qu'il faut peut-être, faire redescendre avant de pouvoir aborder les choses de façon un peu plus concrète et constructive. Et puis, l'absence de contexte et de factuel, donc ça, c'est aussi important. Il faut illustrer, il faut documenter ce qu'on est en train de dire pour, pour que le feedback soit bien compris et bien perçu. Donc, on va continuer avec le dernier sondage sur connaissez-vous des outils qui peuvent faciliter le partage de feedback. Donc, on a lancé le sondage, donc vous pouvez y répondre et on commentera les résultats. Donc, ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a un peu plus de 84% de personnes qui connaissent pas forcément les outils qui peuvent justement faciliter le partage du feedback, et le reste, un peu plus de 17% qui connaissent déjà les outils. Donc, je publie les résultats et Sophie et Nicolas commenteront la suite. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, puisqu'on passera à la fin de la présentation sur des questions-réponses, voilà, avant la fin du webinaire. Là, on va On passer du va coup sur voilà, le dernier chapitre sur, on trouvait pertinent de vous donner des clés, de vous donner des outils, de vous faire part de certains retours d'expérience. Quel est le suivi finalement de de ces différents feedbacks qu'on peut avoir lors des points que l'on fait avec les équipes. Voilà, donc je vais laisser la parole à Sophie qui va vous donner quelques outils, quelques clés. Bon, je vais effectivement, j'espère que ça va vous aider. Je vais vous partager quelques outils, qu'on peut avoir dans l'entreprise, qu'on utilise et qui sont même assez, utilisés assez fréquemment. Mais avant de rentrer directement dans les outils, je voulais quand même présenter, c'est quelque chose qu'on présente aussi assez souvent quand on parle du feedback, c'est, la fenêtre de Johari. C'est un concept qui est intéressant, puisque, alors juste un petit peu de littérature. Donc la fenêtre de Johari, c'est une méthode de représentation de la communication entre deux entités, et elle a été créée par, Joseph, Luft et Harrington Ingham. J'espère que j'écorche pas leur nom, en 1955, et donc le mot Johari est d'ailleurs, tiré des premières lettres de leur prénom, et cette méthode est basée sur, une approche de programmation neurolinguistique. Bon, quand j'ai dit ça, j'ai pas forcément dit beaucoup de choses, mais cette fenêtre sert à classer les différentes informations sur une personne. Donc on a les informations dont la personne dispose sur elle-même, et on le voit, on a une zone publique ou zone ouverte, et puis on a une zone cachée. Donc la zone publique, c'est ce que je sais de moi et ce que les autres connaissent aussi, et puis, la zone secrète, c'est, ou zone cachée, c'est celle que je connais mais que les autres ne connaissent pas. Alors
Il existe, aussi des informations dont on ne dispose pas en tant qu'individu. On va avoir la zone aveugle, je ne connais pas cette partie de moi, mais par contre les autres, savent, et la zone inconnue, là où, finalement ni moi ni les autres, ne connaissent de moi. L'utilisation en formation au séminaire, l'utilisation de cette fenêtre, se révèle être un outil, c'est un repère structurel qui va faciliter cette connaissance de soi et la connaissance de ce que les autres perçoivent et savent de nous. Et on voit ici que finalement, quand on veut ouvrir ces zones, l'intérêt de les ouvrir, c'est d'améliorer la communication au sein, d'une équipe ou entre 2 personnes. On va utiliser, 2 leviers. La première, c'est de parler de soi, hein, pour faire diminuer cette fenêtre de la zone secrète. Et puis le deuxième levier, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le feedback. Et le feedback, c'est d'entendre ce que les autres connaissent de nous et dont on n'a peut-être pas conscience, pour permettre aussi de se connaître un peu mieux et d'ouvrir encore plus cette zone publique ou zone ouverte. Donc une fois passé la théorie, en pratique, donc ça va être la slide suivante s'il vous plaît. Merci. Donc la culture riche, une culture qui va être riche en feedback, va contribuer à stimuler l'implication des personnes. Donc que ce soit les collaborateurs qui le reçoivent ou quand c'est un manager qui le reçoit, ça va permettre de développer les compétences et les performances des collaborateurs. Par contre, et on parlait des risques, heu, ce feedback doit être partagé de façon réfléchie et sensible. Donc, tout en étant personnel et adapté aux collaborateurs concernés. On est vraiment sur du face à face, on ne parle pas des autres, on parle de la personne, et ce retour va être efficace quand il est clairement entendu, compris et accepté. Et c'est pour ça qu'on insistait sur l'importance d'être factuel, précis, concret, opportun, parce qu'on va cibler une partie du comportement plutôt que la personne en elle-même. Et puis, ce qui est important quand on fait un feedback, c'est, comme on le disait aussi, prendre le temps de réfléchir au sujet et à la raison, de ce feedback, et la manière dont on va le gérer va aider aussi bien la personne qui le donne que la personne qui va le recevoir, ce feedback. Donc on va favoriser davantage l'apprentissage aussi quand on donne un feedback, en posant des questions à la personne pour stimuler sa réflexion, le coacher plus que lui apporter des solutions sur un plateau, c'est ce qui sera aussi le plus efficace. L'apprentissage aussi par la mise en application, et puis on va explorer, on va expérimenter, c'est ce qui va aider. Ce qu'on recommande en termes de comportement quand on va formuler un feedback, donc la précision en utilisant suffisamment d'exemples pour illustrer. Je pense que c'est important pour que la personne comprenne bien de quoi on parle. Ne pas hésiter, de s'assurer que de la compréhension en posant des questions à la personne. Hem, on utilise des expressions qui vont avoir tendance à être plutôt positives, domaine à améliorer, domaine axe de développement, de développement de compétences, pour, être sur une voie qui soit plutôt constructive par rapport à la personne. Le faire en temps voulu, ça veut dire pas trop tard, parce que voilà, les exemples sont loin, on va perdre l'essence, du feedback, mais non plus pas à chaud, de manière à ce qu'on ait eu le temps de le construire. On va utiliser des phrases qui sont du coup positives et plutôt empathiques. Ne pas avoir peur non plus d'affronter des émotions, ce qui peut arriver quand on est dans un feedback un peu compliqué. Donc prendre le temps d'accuser réception de ces émotions et de les adresser. On va décrire précisément le feedback, et puis, on va poser aussi, des mots d'encouragement et son support pour que finalement, à la fin de l'entretien, et c'est important d'avoir le temps aussi quand on propose, cet entretien, c'est d'être sûr d'avoir le temps suffisant pour adresser le point, mais également accompagner et encourager derrière pour que la personne reparte avec, finalement une énergie qui est remontée, dans le sens où, je vais avoir du support, et puis finalement, ça va s'améliorer. Alors bon, en comportement déconseillé, on va retrouver, la contrepartie de ce que je viens de vous dire, hein, de parler, d'utiliser des mots comme point faible, mauvaise performance, des termes extrêmes comme toujours, jamais, ça c'est aussi un peu difficile. La voix passive, on parle d'une personne à une personne, je pense qu'il faut avoir le courage de le faire. Et puis, voilà, des étiquettes maladroites, des jugements de valeur. Et puis aussi un piège à éviter, c'est, la comparaison avec d'autres collègues au sein d'un service. Ça peut avoir un effet vraiment,
contre-productif, voire négatif pour la personne. Donc voilà, on reste exclusif, on parle d'une personne, on reste focalisé sur cette personne. Et alors après, très concrètement, ça va être la slide suivante. On a des outils, très, très précis. Le plus utilisé chez nous, c'est ce qu'on appelle le GDDD. C'est, bon, en anglais Good, Difficult, Do Differently. C'est de pouvoir, mettre en avant, sur des points précis, et collecter des informations. Alors ça, on va le faire, à titre individuel ou on l'utilise aussi beaucoup dans des exercices d'équipe. C'est voilà, qu'est-ce que vous avez bien fait? Qu'est-ce qui s'est bien passé dans le service, ces 3 derniers mois? Qu'est-ce qui a été difficile? Et puis que feriez-vous différemment? Donc là, on commence déjà à mettre un pied dans l'accompagnement et la solution. Et ça, c'est vrai que ça l'intérêt, c'est de bien orienter et structurer la conversation, parce qu'on peut aussi, avoir tendance à s'écarter. Donc, d'avoir cette structure, c'est aussi important et ça évite, voilà, que les conversations deviennent un peu plus compliquées. Et ça marche plutôt très bien chez nous. Un autre outil qui est un peu moins utilisé, mais qui peut aussi aider, c'est, le performance image exposition. C'est-à-dire d'évoquer en 3 points la performance, bah, de dire par exemple: «Concernant la qualité de votre travail quotidien et les résultats obtenus, j'ai remarqué que», donc là on va être, encore une fois, on va aller cibler des exemples précis. Heu, alors quand on veut parler plus de la façon d'être, parce que c'est des points aussi importants dans l'entreprise, hein, la manière d'être, les, le comment on dit? Les soft skills, heu, en l'abordant en disant par exemple: «Vous donnez l'impression d'être, les gens pourraient donc vous percevoir comme», donc un point de vigilance sur la façon de faire. Et puis, l'exposition, par exemple, en disant: «Les personnes qui devraient savoir ce que vous faites et connaître la qualité de votre travail sont», et là encore, d'illustrer les conséquences de l'action, de la situation, vis-à-vis, des autres ou du service. Donc là, c'était deux petites clés, et ensuite sur la dernière slide, on va retrouver 2 choses. Bon, l'enquête 360, c'est quelque chose que vous devez connaître aussi. Alors là, on va être, dans un collectif qui va faire un retour à une personne, donc de façon plus ou moins anonyme et de façon plutôt très structurée avec des questions, dirigées. Donc on va pouvoir avoir aussi un retour intéressant, et puis souvent ce qui se passe, c'est qu'on va s'auto-évaluer, les autres vont nous évaluer, donc on peut aussi sont confrontés à finalement les écarts qu'on peut retrouver entre, bah, la façon dont on se perçoit et la façon dont les autres nous perçoivent. Et puis c'est un support intéressant aussi pour ensuite, aborder des échanges, que ce soit avec ses collègues, avec son manager pour aller chercher des axes de développement. Et puis dans la réalité, bon, on a eu enfin, quelque part, on l'a un petit peu adressé au fil des présentations. Dans la réalité, on peut être, confronté à des conversations difficiles. Ça fait partie du quotidien d'un manager, c'est même de sa responsabilité d'y faire face. Et ce qui peut du coup faire la différence entre le succès de ces conversations et l'échec, p pour un collaborateur, c'est la façon dont on va l'aborder. Donc il faut pas rêver, une conversation difficile restera une conversation difficile, mais avec quelques clés, on va rendre, ces conversations à la fois productives et probablement moins pénibles aussi. Donc par exemple, un des points clés, ça va être la rapidité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que la situation s'envenime, il ne faut pas non plus tergiverser. Si les problèmes sont ignorés, ça risque de dégénérer, donc voilà, il faut le faire assez rapidement, il faut être direct. On ne tourne pas autour du pot. La meilleure façon de commencer, c'est d'adopter cette approche et de faire preuve de franchise, avec la personne à qui on fait un retour. Être précis, donc là, on va parler d'honnêteté, de spécificité dans les retours. Utiliser, encore une fois, je pense que on insiste beaucoup dessus, mais c'est vraiment clé. Utiliser des exemples concrets, pour illustrer, la réalité et puis illustrer ce qui est attendu. Et puis planifier la conversation. Donc ça veut dire on définit un créneau, on le planifie, chacun a le temps de le préparer. Et puis, on le planifie d'une durée suffisante pour être sûr que à la fin, on puisse le clore, avec les axes d'amélioration. Et puis ensuite, bah, en termes de comportement, bah, c'est, l'ouverture,
Donc, vraiment prendre le temps d'écouter, de poser des questions pour que le collaborateur à qui on fait le feedback ou le manager, hein, puisque, il puisse, avoir l'occasion de clarifier ce qui est attendu. Gérer ses émotions. Ça veut dire que enfin, gérer les émotions, ça veut dire que, accepter qu'il puisse y avoir de l'émotion dans la discussion, et puis, de les maîtriser dans le sens où si on reste factuel et impartial et professionnel, on va du coup certainement limiter, l'effet de l'émotion. Malgré tout, s'il y en a, il faut faire preuve d'empathie, et utiliser son intelligence émotionnelle pour entendre aussi. Et puis, il faut garder en tête aussi que quand la personne qui est face à nous est dans un niveau d'émotion, quel qu'il soit, ça veut dire que elle aura plus de mal, là c'est le fonctionnement du cerveau, aura plus de mal à entendre les éléments concrets, factuels, plus rationnels. Donc ce qui est important, c'est que l'émotion puisse sortir et une fois qu'elle est sortie, ça y est, l'énergie va diminuer un peu et on va pouvoir être à un niveau d'échange qui soit dans la construction. Être juste, avoir une approche juste, cohérente, et puis soi-même, voilà, être, aussi, objectif que possible et puis faire preuve de patience parce que voilà, à un moment, il faut pas non plus, se précipiter. Il faut prendre le temps d'aborder chaque point et pour qu'il soit constructif et qu'on puisse ensuite envisager, les axes de travail. Peut-être un point avant de passer aux questions-réponses. Alors, on en a parlé implicitement, mais peut-être une précision. Il y a un lien très étroit entre finalement le feedback et la motivation des collaborateurs. Parce que la motivation, alors, nous, on distingue ce qu'on appelle la motivation contrôlée, où là, on va jouer sur des éléments plus de rémunération, de primes, etc. Et puis, il y a la motivation finalement intrinsèque, personnelle du collaborateur. Et cette motivation-là, elle est liée à la fois dans la relation que le collaborateur a avec l'entreprise. Donc là, on parle aujourd'hui, on parle beaucoup de télétravail, on parle de bien-être au travail, de qualité de vie au travail, etc., de démarches RSE pour les nouvelles générations. Ils sont très sensibles à toutes ces démarches-là. Donc là, on est plutôt dans la relation à l'entreprise. Et puis, le feedback, il est complètement lié aussi à la relation qu'on a avec le manager. Il y a plusieurs aspects. Il y a le respect mutuel, l'écoute mutuelle. Il y a aussi cette notion de délégation. Et puis le feedback, voilà, le fait de pouvoir être dans cette relation humaine permet justement de travailler sur la relation avec le manager, sur cette relation, encore une fois, de confiance. Donc, je trouvais important aussi de pouvoir faire ce parallèle entre tout ce qu'on vient d'aborder là pendant 3 quarts d'heure sur cette culture du feedback. Et puis, la motivation, on se rend compte aujourd'hui, nous, on est directement c'est un peu notre quotidien. On est en plus dans la démarche prédictive très focalisée sur la personnalité et les motivations des candidats. On est en permanence dans cette approche et cette analyse des éléments de motivation. Évidemment, la rémunération reste un point important, mais il y a souvent aussi plein d'autres aspects qui rentrent en compte. Et on voit aujourd'hui, en ce moment, on a des clients qui sont très ancrés dans des démarches RSE, etc. On voit en particulier sur les nouvelles générations, mais pas que. Mais en tout cas, les nouvelles générations sont très alertes là-dessus. Ça reste des éléments importants et ce sont des éléments qui, pour nous, sont aujourd'hui primordiaux voilà, dans des choix qui peuvent être faits dans des processus de recrutement. On va passer désormais aux questions-réponses. Donc actuellement, il y a 3 questions. Donc on va commencer par la première de la part de Nicolas qui demande est-ce que vous incluez uniquement le feedback du manager à l'employé, donc au collaborateur, ou également du collaborateur auprès du manager? Alors peut-être, moi je l'ai expliqué tout à l'heure rapidement, en fait on a les deux. On a les deux, je dirais là on a plutôt peut-être insisté et orienté la présentation sur ce qui nous paraissait être innovant, c'est plutôt le feedback du collaborateur vers le manager, mais je dirais le feedback à l'inverse du manager vers le collaborateur, c'est des choses sur lesquelles nous on en a parlé malgré tout. Et d'ailleurs, dans les outils qu'a pu présenter Sophie, on le voit, les deux sont possibles. Mais on est sur des choses qui sont un peu plus classiques, un peu plus habituelles. Voilà, à partir du moment où vous avez des entretiens qui sont calés, des entretiens annuels, etc. Bon, voilà, habituellement, le feedback du manager vers le collaborateur est des choses qui sont
un peu plus établi aujourd'hui dans certaines organisations. Ce qui est un petit peu plus innovant, et c'est aussi là-dessus où on voulait mettre nous l'accent, c'était effectivement le feedback du collaborateur vers le manager, comment on le met en place, quels sont entre guillemets les risques, quels sont les enjeux, quel est l'impact finalement sur la motivation des collaborateurs. Voilà, je trouvais intéressant de pouvoir vous le partager aujourd'hui. Ensuite, on a une deuxième question de la part de Sarah qui demande comment gérer un feedback informel qui sort d'un cadre d'un entretien officiel. Parfois, il arrive que des collaborateurs fassent un feedback sur les compétences du manager ou d'un autre manager. Quels sont justement les outils et les méthodes pour gérer cela? Sophie, vous voulez peut-être répondre? Alors déjà, je pense que si c'est un feedback, parce que ça peut arriver, hein, dans la vie de tous les jours, si c'est un feedback qui doit se dérouler, sans avoir été planifié, c'est ce que je comprends, hein, on n'a pas pris le temps de le planifier, de le structurer. Je pense qu'au-delà de la méthode, les quelques clés, la première, ça va être, de s'isoler pour pouvoir le faire en face à face. Heu et par contre, s'assurer qu'on n'est pas dans l'émotion, parce que je pense qu'à chaud, ça peut être compliqué. Mais globalement, ça peut être dire à une personne: «Voilà, j'aimerais pouvoir, échanger avec toi, quelques instants», heu et 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 de s'isoler pour pouvoir échanger les éléments. Alors je ne sais pas si j'ai bien compris la question ou si j'y ai répondu. Ouais. Du coup, oui, il y a 3 autres questions, donc ça arrive au fur et à mesure. Donc de la part de Grégory qui demande pour la planification du rendez-vous du feedback, comment conseillez-vous de présenter ce point pour quelqu'un qui ne connaît pas forcément la méthode du feedback et donc pourrait redouter ce point? Oui, c'est vrai qu'effectivement, quand on est dans une entreprise où la culture du feedback est installée, c'est un peu plus facile. Après, bah, c'est simplement, lui présenter de cette manière-là, c'est dire: «Voilà, on souhaite je souhaite, faire un point, faire un bilan sur un certain nombre de points», et puis lui expliquer que vous souhaitez le faire en utilisant des outils, qui sont là pour faciliter les échanges. Alors, utiliser le terme feedback ou pas, mais du coup d'expliquer que ces outils-là vont permettre de formaliser un retour qui sera vraiment orienté sur des éléments concrets, heu et 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 qui vont permettre d'avoir un échange constructif et envisager un plan d'action derrière. Alors c'est vrai qu'en général, on donne quand même le sujet de l'entretien. Quand on planifie un entretien avec une personne, c'est pour lui indiquer soit que c'est l'entretien, de mi-année, soit, c'est un entretien spécifique, mais de préciser quel est quand même l'objectif pour que la personne puisse s'y préparer. Et puis ensuite, si vous souhaitez utiliser, un des outils qui sont là, bah, c'est de lui envoyer à l'avance peut-être et puis lui dire: «Voilà, je voudrais essayer quelque chose d'un peu différent, qui peut peut-être nous aider dans l'échange qu'on va avoir. Donc, l'échange, la thématique, c'est ça. Ce qui serait bien, c'est de réfléchir à l'avance sur, ce qui a été bien, ce qui a été difficile et ce qui doit être fait différemment. Ça devrait pouvoir nous aider dans la conversation qu'on aura». Bien. Ensuite, Anne-Sophie demande comment intégrer justement cette méthodologie pardon, du feedback dans une entreprise qui repose sur un modèle de management vertical. Alors, je peux peut-être répondre là-dessus. Alors, quand elle parle de modèle de management vertical, est-ce qu'elle entend organisation finalement et une hiérarchie très, très verticale, auquel cas bah, vous avez un collaborateur qui est un responsable, etc. Et là, en l'occurrence, je dirais, ça se met en place bah, avec tout ce qu'on vient d'évoquer, les différents outils, je dirais l'état d'esprit nécessaire, etc. Après, si vraiment elle entend par modèle de management vertical, je dirais plutôt un management je dirais assez directif et je dirais plutôt unilatéral dans les échanges, etc. Là, c'est un petit peu plus compliqué parce que le feedback nécessite d'avoir de la part du manager une certaine ouverture, une certaine capacité à se remettre en question, une certaine capacité à écouter ce que lui disent ses équipes, encore une fois, de manière posée, comme a pu le dire un instant Sophie, de manière structurée, en faisant redescendre justement potentiellement certaines tensions, etc. Et donc ça, c'est si vous avez un manager qui n'est pas dans cet état d'esprit d'amélioration continue et de remise en question, ça peut évidemment là être un peu plus compliqué. Voilà, donc après, comment intégrer cette méthodologie de feedback dans une entreprise reposant? Alors, cette méthodologie, moi, elle peut être impulsée
et c'est peut-être le cas chez Syngenta à l'époque, au moment de la genèse de la mise en place par les RH. Mais l'idée, évidemment, c'est que les équipes de direction soient elles-mêmes convaincues de l'intérêt de la mise en œuvre de ce feedback-là. Nous, c'est nous qui l'avons impulsé chez Work & You. Donc, évidemment, à partir du moment où c'est nous qui l'impulsons, on accepte d'avoir les retours qui sont liés à notre management et la façon dont on fonctionne. Mais si vous avez des managers pour lesquels c'est peut-être plus compliqué d'entendre des retours des équipes, etc., là, effectivement, ça peut être compliqué à appréhender. Super. Ensuite, Kevin demande, est-ce que justement dans l'entreprise, donc Work & You ou bien Syngenta, la mise en place du feedback est mesurable, que ce soit de manière chiffrée ou bien qualitative? Et justement, est-ce que vous voyez qu'il y a une meilleure implication de la part des salariés en mettant cette culture du feedback ou une certaine remise en question de la part des collaborateurs ou voire même une meilleure performance? Alors, peut-être moi une parenthèse rapide sur Work & You. Nous, ça nous a permis… la mise en place du feedback est mesurable, que ce soit de manière chiffrée ou qualitative. Alors, de manière chiffrée, nous, aujourd'hui, on n'a pas d'éléments chiffrés. On n'est pas capable de dire on a eu tant de feedback ont été efficaces, etc. On ne le mesure pas de cette manière-là. Par contre, je peux vous dire que ça nous remet, nous, en question dans notre management. Ça nous remet… Je vais vous donner un exemple très concret. On vient d'être certifié Great Place to Work à hauteur de 94%. Donc, c'est plutôt une note qui est très bonne. Mais donc, on s'est félicité évidemment de ça. Mais on a aussi fait un point, et c'est encore prévu la semaine prochaine. C'est tout récent, donc c'est vraiment d'actualité, sur les axes qui sont des axes aussi d'amélioration pour nous. Donc, il y a eu des questionnaires à l'ensemble des équipes de manière complètement confidentielle, là, en l'occurrence. Donc, c'est un petit peu différent de ce qu'on vient de dire, parce que le feedback se fait généralement plutôt en one-to-one et plutôt en physique. Mais en tous les cas, ça me fait écho. Et là, on est en train de travailler justement sur comment améliorer tous les points qui ont été, en termes de notation, un peu moins bons pour nous. Voilà, donc là, on a prévu de se réunir dans les jours qui arrivent de façon à y réfléchir et voir comment on peut répondre à différents points qui restent des points d'amélioration au sein du cabinet. Donc là, on a des éléments, par contre, à la fois, je dirais, qualitatifs et puis mesurés. Meilleure implication des salariés, moi, j'aurais tendance à dire oui, mais je ne suis pas forcément le plus à même pour pouvoir en parler. Mais évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure, on touche complètement à la motivation personnelle du collaborateur. On est en plein dans la relation avec le manager, on est en plein dans la relation avec l'entreprise. Oui, moi je pense qu'aujourd'hui, au sein des équipes, et on le perçoit tous les jours, on a des collaborateurs qui sont investis, qui sont impliqués dans ce qu'ils font, qui ont du sens dans ce qu'ils font. En plus, on a un métier qui nous permet de donner du sens dans le recrutement. Voilà, il y a un vrai sens dans ce qu'on fait. On trouve un job pour des talents, des collaborateurs, etc. Donc, il y a une remise en question des collaborateurs, oui, mais le feedback tel qu'on le fait, c'est plutôt une remise en question du management. Et ça nous permet encore une fois de grandir. Et puis après, les entretiens annuels sont aussi là pour faire un point sur les compétences, sur la relation qu'on peut avoir aussi du manager vers le collaborateur. Voilà. Donc, oui, globalement, moi, j'aurais tendance à dire que les performances au global et l'engagement du collaborateur est amélioré. Et puis après, évidemment, la performance, elle touche à la fois les compétences et puis l'engagement du collaborateur. Les compétences, et après, on est plutôt sur la notion de métier, de compétences métiers. Donc là, c'est un peu plus facile comment dirais-je, à influer. Voilà. Je ne sais pas si Sophie, vous vouliez aussi intervenir peut-être sur cette question-là. Après, c'est ce que je disais. Chez nous, c'est ancré depuis un moment, donc je ne serais pas en mesure, ça fait 12 ans que je suis là-bas et que je le connais, je ne serais pas en mesure de vous dire: «Il y a eu un avant, un après». Je n'ai pas pu l'observer. Par contre, ce que je vois, c'est globalement, je pense que ça participe à à la motivation. Après, de façon chiffrée, ce qu'on peut observer, c'est quand on fait des enquêtes, quand on fait des demandes de feedback, on a des retours, les personnes s'expriment. Et je pense que quand on a réussi à inculquer ce climat de confiance qui fait que les personnes vont remonter les choses, ben, c'est déjà concrètement le résultat de la transformation avec cette culture-là. J'ai pu connaître d'autres entreprises où on avait beaucoup moins de retours facilement. Là, j'ai pratiqué l'exercice. Je le pratique régulièrement et je vois que les personnes ont tendance quand même assez facilement à s'exprimer parce qu'aussi les outils facilitent, hein. Et la participation, le taux de participation aux enquêtes, et cetera. Pour moi, ça veut dire que les personnes adhèrent et y voient un intérêt.
Très bien. On va continuer avec 2 questions qui regroupent le même thème, donc de la part de Nicolas et Benoît, qui demandent comment intégrer la dimension ou bien la différence culturelle dans le process et le contenu du feedback. Par exemple, une culture anglo-saxonne vs européenne et inversement. Et est-ce que vous avez déjà eu une expérience du feedback dans une entreprise multiculturelle? Si oui, comment faut-il l'aborder différemment? Je pense que je peux prendre le point. Ouais. Syngenta, c'est effectivement une entreprise multinationale. On est présent partout dans le monde. Cette culture du feedback, elle est implémentée de la même manière dans tous les pays. On va utiliser les mêmes outils, ces mêmes outils qui sont proposés. Je peux pas vous dire personnellement que j'ai pu observer l'exercice dans d'autres pays et vous dire que de quelle façon ça a été, mis en place. Mais je pense que les outils que je vous ai présentés et qu'on utilise permettent, comme on le disait, ça permet d'être factuel et d'être sur des éléments concrets. Donc, on va se dégager un peu de la personne et on va se concentrer plus sur l'exemple, sur la situation. Du coup, ça doit faciliter, quelle que soit la culture dans laquelle on vient, on va peut-être plus facilement s'exprimer quand on est détaché de l'individu et qu'on se concentre plus sur un exemple ou une situation, concrète. Hem, je vais pas beaucoup pouvoir vous aider sur la partie, est-ce qu'il faut l'aborder différemment? Après, comme toutes les autres conversations, en fonction des cultures, on peut avoir, peut-être des points des clés pour faciliter, mais je pense qu'avec une approche structurée, pas forcément de risque particulier lié, aux différences de culture. Très bien. Surtout si c'est vraiment une culture d'entreprise qui est présente. Ça veut dire que c'est vécu par tout le monde de la même manière. Merci Sophie pour avoir répondu à cette question-là. Et donc, on va terminer le webinaire par une dernière question de la part de Youssef qui demande comment créer justement une culture du feedback en interne de l'entreprise. Alors si la question c'est lancer la culture, je pense que déjà, il faut être clair sur l'objectif et puis il faut le Ouais. communiquer. Mmh. Mais Nicolas, c'est peut-être plus récent chez vous? Oui, alors nous, enfin, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est vrai que je pense qu'il faut effectivement qu'on soit, comme le disait Sophie, clair sur l'objectif, c'est-à-dire quel est l'objectif de la mise en place du feedback. Nous, on l'a mis en place puisque on avait conscience que ça avait un impact direct sur la motivation et l'engagement des collaborateurs. Et aujourd'hui, évidemment, on ne regrette pas. Évidemment, c'est très ancré aujourd'hui dans nos points trimestriels. Moi, sur chaque feedback que j'ai de l'ensemble de mes collaborateurs, je me mets en place derrière des actions précises de façon à pouvoir tenir des différents retours qui ont pu m'être faits. Donc voilà, donc c'est sur la mise en place, il faut entre guillemets que ça puisse être, si vous avez une équipe dirigeante qui n'est pas du tout convaincue par la démarche, oui, ça va être très compliqué. Après, dans des grosses organisations comme Syngenta, il y a les équipes RH aussi qui sont là pour impulser, je dirais, cette méthode-là et pour peut-être mettre en avant aussi les bénéfices. Mais encore une fois, on est dans une culture, dans un état d'esprit. Donc, il faut avoir à la fois des équipes RH et puis des équipes dirigeantes qui soient aussi dans cet état d'esprit-là. C'est peut-être la difficulté de façon à pouvoir la mettre en œuvre et être, voilà, que vous ayez une équipe dirigeante qui soit convaincue des bénéfices. Bien, ben merci beaucoup pour avoir répondu à toutes les questions. On est parfaitement dans le timing. On a répondu à toutes les questions. Il faut savoir que nous, on a enregistré le webinaire, donc il sera retransmis et rediffusé à travers nos réseaux sociaux et également à travers une newsletter. Donc, pour celles et ceux qui souhaiteraient le revoir en replay, on vous le communiquera en début de semaine prochaine. Merci à vous. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir et Merci, bon au revoir. week-end. Au revoir.